Bonjour Carole. Bonjour. Vous allez bien? Bien, et vous-même? Carole Grandjean est une ministre très loin des codes classiques de personnalité politique. Après une carrière à succès dans de grands groupes en tant que directrice des ressources humaines, cette femme de terrain décide de mettre cette expérience au service de la France en s'engageant en politique, d'abord en tant que députée de Meurthe-et-Moselle, doublée d'une formation continue à l'ENA, puis comme ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Son grand projet, la réforme de l'apprentissage qu'elle entend revaloriser pour mieux préparer au métier de demain. Et si on parlait écologie autrement, bienvenue dans le déclic. Qu'est-ce que ça a été votre déclic, Carole Grandjean? Écoutez, en fait, je pense très tôt, puisque mon père était pendant plus de 10 ans directeur de parcs nationaux, celui des Écrins, puis celui du Mercantour. Donc très jeune, en fait, on a, avec mes frères, passé nos week-ends dans les parcs nationaux, et donc avec toutes les consignes, bien sûr, et j'ai envie de dire légitimes, de préservation de la nature, et puis d'enjeux aussi de conservation de tous ces espaces naturels en France, mais partout dans le monde. Vous êtes ministre aujourd'hui. Est-ce que vous vous définiriez comme une femme politique? Femme politique, probablement que je le suis devenue, tout simplement par le fait de porter des mandats, déjà en 2017 comme députée, puisque j'ai été élue en 2017 députée de Meurthe-et-Moselle, et puis ensuite renouvelée sur ce mandat de députée en 2022. Le président de la République et la première ministre m'ont proposé donc de devenir ministre en charge de l'enseignement et de la formation professionnelle, et donc ce parcours-là probablement dessine en moi une femme politique, mais en fait mon histoire, c'est une femme de la société civile. J'étais jusque-là dans le monde de l'entreprise, et j'exerçais comme salariée dans le monde de l'entreprise. Et justement, députée, ça a surpris votre entourage au début? Probablement. En fait, j'ai une famille qui est très engagée politiquement. Voilà, des oncles, des tantes, mon père. Enfin voilà, dans ma famille, on parle politique à table, on se dispute politique, on débat de manière véhémente politique. Pour autant, je n'ai jamais eu d'engagement politique moi-même. Et en fait, je me suis engagée en 2016, profondément convaincue des enjeux européens. Et c'est ça, au fond, le déclic pour moi en 2016, c'est un engagement pro-européen. Ma mère est anglaise, j'ai donc une double nationalité franco-britannique, et le Brexit étant passé par là a renforcé finalement chez moi la conscience du fait que l'Europe n'était pas immuable, et qu'il fallait que nous continuions à nous engager pour que cette Union européenne existe et perdure. On a envie de mieux vous connaître, donc j'ai 4-5 questions, petites questions à vous poser. La première, c'est est-ce que vous aviez un rêve quand vous étiez enfant? Des rêves, je pense que j'en ai eu beaucoup, mais je pense que mon rêve, c'est de faire finalement le tour du monde, et d'aller notamment au Mexique. D'accord. Je rêve d'aller au Mexique. Est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier geste écolo? Je pense que c'est en randonnée en montagne, et de faire très attention à rester bien sur les chemins, ne pas cueillir les fleurs, parce que quand vous êtes enfant, vous les trouvez merveilleuses, vous avez envie de les cueillir, donc de ne pas le faire, évidemment de ne pas laisser de détritus après son pique-nique ou autre. Donc voilà, ces premiers gestes écologiques en randonnée en montagne dans les parcs nationaux. Et est-ce que vous avez un péché en écologie? Probablement... j'ai un peu honte de le dire, mais je suis très, néreuse, on dit ça dans l'Est, des éponges. Donc je jette facilement les éponges, et j'ai une consommation d'éponges probablement excessive. Est-ce que si vous devriez être la mère d'une loi, d'une invention, d'un grand projet, qu'est-ce que ce serait ? Alors en termes écologiques, je pense que la loi littorale serait pour moi une loi assez majeure, celle de 86, qui protège les espaces littoraux et qui fait que les gens se promènent sur tous les espaces littoraux, à quelques exceptions près en France, et donc que les constructions ne peuvent pas envahir l'espace littoral. Et à titre plus engagé et féministe, je pense que la loi de 72 sur à travail égal, rémunération égale, qui a évolué en 83 sur une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, seraient probablement les deux lois les plus emblématiques aussi d'un combat féministe que j'engage, bien sûr, en tant que femme politique. Pour revenir sur votre parcours, est-ce que quand vous avez fait l'ENA, il y avait une ambition derrière? Il y avait une volonté?
Alors j'ai fait l'ENA en formation continue. En tant que ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle, c'est important de dire qu'on peut se former tout au long de la vie. Et au travers de l'ENA, c'était surtout c'était le cycle européen, le cycle des hautes études européennes, qui a donc une envergure assez européenne et qui rejoint en fait mon engagement politique en matière d'Europe. Et donc l'idée, c'était vraiment de mieux connaître l'espace européen, son organisation, ses enjeux, ses fragilités aussi, et donc d'être aussi, j'ai envie de dire, plus pertinente dans cet engagement pro-européen pour aller aussi améliorer notre Union européenne. En tant que ministre, notamment de l'apprentissage, puisque c'est dans votre portefeuille, quelle est la priorité? Est-ce que c'est l'image à changer? Est-ce que les structures sont à adapter? Quelle serait, à vos yeux, votre priorité? En matière d'apprentissage, je crois qu'on a largement bousculé l'image qu'avait l'apprentissage il y a encore 5 ans. On a stagné pendant des années autour de 200 000 apprentis par an. En 2022, on a 837 000 apprentis, c'est-à-dire l'explosion du nombre d'apprentis en France. Mais pour autant, Carole Grandjean, malgré ces chiffres, oui, on a énormément d'entreprises qui peinent à trouver des apprentis, absolument, à trouver des jeunes. Comment vous l'expliquez? Alors, ils peinent à trouver des jeunes et quand même, ils recrutent beaucoup puisqu'ils ont multiplié par 3 le nombre d'apprentis qui ont été accueillis dans les entreprises et 8 apprentis sur 10 sont dans des TPE, PME. Donc, on voit à quel point, finalement, ces jeunes sont partout sur le territoire, sur tous les secteurs d'activité et aussi dans les petites et moyennes entreprises. Pour autant, le lycée professionnel doit aussi trouver mieux sa place dans la préparation des compétences dont on a besoin. Et c'est vraiment un enjeu pour moi. C'est un projet de réforme que je conduis. Justement, est-ce qu'un des enjeux, ça ne doit pas être que ça devienne un choix pour les élèves et pour les apprentis, et non une voie de garage? On a l'impression qu'aujourd'hui, l'apprentissage, c'est perçu comme vous allez aller en apprentissage parce que vous ne pouvez pas aller ailleurs. Comment on fait pour changer ça? Aujourd'hui, je crois que l'apprentissage a changé d'image, c'est-à-dire que maintenant, on passe en apprentissage aussi bien du CAP au bac pro, au bac plus 2, au bac plus 3, au bac plus 5. Et le lycée professionnel est encore trop souvent une orientation qui est subie pour les jeunes. À la fin de la 3e, on vous dit, voilà, vous ne savez pas trop quoi faire, vous n'avez pas des résultats suffisants pour aller en voie générale, on vous oriente en lycée professionnel. Et pour moi, c'est un vrai enjeu de mieux faire découvrir les métiers qui existent dans notre pays. Et il y en a de nombreux. Et puis il y a des métiers qui n'existent pas encore, qui vont être créés et qui sont d'ailleurs sur des grandes transitions énergétiques, écologiques ou numériques. Et pour là est l'enjeu. Justement, dans ces nouveaux métiers, quels métiers on va retrouver demain dans l'apprentissage? Comment vous gérez cette adaptation entre le monde économique et justement l'école et comment vous l'adaptez? Alors par exemple, on va avoir de plus en plus de formations au niveau CAP et bac pro, en lycée professionnel, sur les métiers de la transition écologique ou de la transition énergétique, avec l'isolation des bâtiments, avec les enjeux aussi de meilleure acculturation des enjeux du développement durable partout dans notre société. Et donc il y a plein de métiers qui émergent, comme le métier par exemple de géomètre ou d'architecte qui vient concevoir des plans, par exemple, donc de modeler qui vient effectivement travailler sur les plans et qui viennent aider à la conceptualisation des bâtiments pour qu'ils soient moins consommateurs en énergie. Moins consommateurs en énergie, par mais exemple. Typiquement, pour prendre mon cas en tant qu'entrepreneur, donc j'ai une entreprise de rénovation énergétique, je cherche des chauffagistes très régulièrement. Exactement, par exemple. On a besoin aujourd'hui de cette compétence, on a du mal à la trouver. Est-ce que vous mettez des priorités sur certains métiers? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aujourd'hui en priorité à l'ordre du jour? Comment ça fonctionne? Comment vous estimez les besoins justement et vos actions derrière? Alors oui, on estime les besoins par le biais d'études qui nous donnent des études projectives sur les métiers en devenir, ceux qui seront ceux de notre société dans les années à venir, et on s'assure que les formations en lycée professionnel correspondent à ces métiers-là. Et donc ce qu'on constate, c'est qu'on a des formations qui ne correspondent plus aux métiers de demain et qui en plus ne permettent pas aux jeunes de s'insérer dans l'emploi ni de poursuivre des études. Donc on ferme ces formations, alors pas toutes, mais on en ferme certaines, en gestion, en commerce, parce qu'elles ouvrent peu de débouchés au niveau CAP et bac pro. Et puis on va aller sur des filières plus justement sur la transition énergétique, par exemple, comme celle que vous évoquiez. On va en ouvrir, mais par contre, pour en ouvrir, il faut que les jeunes veuillent y aller, parce que c'est aussi comme ça qu'on réussit ces études. Et donc on va faire un grand travail sur
sur la découverte des métiers au collège, 5e, 4e, 3e, faire découvrir les métiers. Et puis vraiment j'encourage les jeunes à aller sur 2 sites qui sont à mon sens extrêmement bien faits, celui de l'ONICEP, onicep.fr, qui montre les métiers et décrit les métiers qui existent et qui vont devenir. Et puis aussi, une plateforme d'État a créé un test pour aider les jeunes à mieux s'orienter, qui s'appelle Diagorient, diagorient.fr, qui est un site qui vous pose plein de questions. Et puis à l'issue de ce test, il vous donne environ 9 orientations professionnelles possibles selon vos réponses. Est-ce que les conseillers d'orientation sont aujourd'hui suffisamment formés ? Alors, les conseillers d'orientation, ils sont comme nous tous, ils doivent aller suivre finalement les évolutions des métiers. Et donc ça, il faut qu'on renforce la formation. Ça fait partie des orientations stratégiques que je conduis parce qu'effectivement, ce n'est pas simple de s'adapter à toutes ces évolutions. Et donc on va les aider à se former à ces nouveaux métiers, à ces nouvelles filières pour qu'ils puissent aussi accompagner cette évolution. Si je peux reprendre un petit moment d'histoire, l'incendie de Notre-Dame a justement mis en lumière la disparition de certains métiers, puisqu'on a eu des difficultés à trouver certaines professions très précises pour restaurer. On a peut-être perdu aussi des compétences et des expertises. Comment aujourd'hui vous luttez pour pallier à ça ? Alors c'est vrai, par exemple dans les lycées professionnels, on a 40% des filières qui sont des filières dites de production, c'est-à-dire sur le développement énergétique, sur l'écologie, sur la production de manière générale, le BTP, etc. Donc on voit qu'on a besoin de renforcer ces compétences-là, qui en plus amènent à de bons niveaux de rémunération et à de belles carrières. Si je prends des métiers comme tailleur de pierre et autres, vous êtes sur des métiers qui ont des niveaux de rémunération qui sont tout à fait attractifs et des carrières qui sont tout aussi attractives. Donc il s'agit de mieux les mettre en lumière et pour ces jeunes de mieux savoir qu'ils existent, pour tout simplement avoir envie d'y aller. Et puis nous, d'organiser partout sur le territoire des formations pour que ces jeunes puissent accéder à ces formations et aller, j'ai envie de dire, préparer les compétences dont le pays a besoin demain. Ça peut paraître un peu techno de parler comme ça, mais en même temps, c'est stratégique. Si ces jeunes, ils sont tous formés sur des filières tertiaires, alors que demain, nous avons aussi besoin de ces compétences-là et qui ne sont absolument pas délocalisables, nous allons effectivement avoir de vraies fragilités économiques pour le pays aussi. Il y a un mot très important, moi-même j'en ai bénéficié, c'est le mentorat. Ah oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Comment vous voyez les choses et comment on lie quelque part expérience, humain, accompagnement? Est-ce qu'il faut sincèrement l'accélérer, le développer? Moi, je suis convaincue par le mentorat. Le mentorat, encore une fois, c'est pas un maître d'apprentissage, c'est vraiment quelqu'un qui est à côté de vous, qui vous aide à faire le pas de côté, qui vous accompagne, qui vous aide aussi à prendre conscience des choses avec un regard bien sûr bienveillant, mais aussi exigeant. Vous conseille qui vous conseille, exactement, qui n'est pas forcément dans votre domaine de formation, mais qui est plutôt là pour vous aider, vous, sur votre chemin personnel et professionnel, et pour vous aider aussi à prendre parfois les bonnes décisions, à ouvrir le champ, à vous aider aussi à avoir la bonne démarche pour aller contacter les bonnes personnes, etc. Et c'est vraiment précieux. Comment on le développe Au lycée professionnel, vous avez des jeunes qui souvent sont d'un milieu social plus fragile et qui ont moins de réseau. Et donc, dans mon projet de réforme des lycées professionnels, je souhaite développer le mentorat pour que chaque jeune, d'ici à 2026, puisse avoir un mentor s'il le souhaite. Et donc, je développe avec les réseaux de mentors un partenariat pour qu'on développe le nombre de mentors. Et j'en appelle aux entreprises qui le veulent bien de nous aider à développer le nombre de mentors qui sont proposés à ces jeunes. Encore une fois, c'est un tiers des jeunes lycéens qui passent par la voie professionnelle. C'est 620 000 jeunes chaque année. Et ces jeunes-là, ils sont souvent avec plein de questions. Et il faut absolument que nous, adultes, on prenne aussi nos responsabilités et qu'on puisse accompagner ces jeunes sur ce chemin-là. C'est notre avenir, c'est l'avenir de notre société. Est-ce qu'il faut remettre de l'humain entre justement ces jeunes et ces mentors au cœur de ce système pour que les gens arrivent à quelque part se parler et se comprendre? Mais bien sûr, mais je crois qu'il faut mettre de l'humain un peu partout. On a besoin effectivement d'être dans l'écoute réciproque sur comment est-ce que chacun
pense sa suite, son parcours de vie, son parcours de carrière. Et au fond, il y a énormément de choses à pouvoir concilier. Et quand on arrive à concilier les choses, je suis convaincue que c'est là où on trouve en général les bons moteurs, les bonnes énergies, et que les uns et les autres, dès lors qu'ils se sentent considérés, respectés, qu'ils ont certains de leurs freins qui tombent, eh bien, ils sont prêts à s'investir pleinement. Et les jeunes, vous savez, moi j'en suis convaincue, j'en rencontre tous les jours beaucoup quand je me déplace, ils sont pleins d'espoir, ils ont envie de réussir leur vie, ils ont 15, 20 ans. Bien sûr, ils sont inquiets, ils ne savent pas ce qui les attend demain dans la société, ils ne savent même pas ce que c'est le monde professionnel bien souvent. Et donc, ils ont aussi besoin de cette main tendue, cette confiance, de ce respect, de ce sentiment aussi d'être écoutés aussi et considérés. Comment on explique aujourd'hui ces jeunes qui sortent de grandes écoles d'ingénieurs et qui rejettent quelque part leur diplôme, qui ne se retrouvent pas dans les valeurs de ce qu'ils ont pu apprendre? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît inquiétant? C'est une évolution de société? Je pense qu'il y a une évolution de société assurément. C'est pourquoi, dans la mission qui est la mienne, je souhaite pouvoir mettre dans tous nos contenus de certification, titres et diplômes, donc toutes les formations qu'on va avoir en formation initiale ou continue, une teinte des contenus dans la formation qui soit relatif à la transition écologique, à la transition numérique, mais aussi à la prise en compte de l'inclusion des personnes en situation de handicap, pour que chacun, dans nos métiers, on puisse avoir une empreinte positive dans ces trois domaines, l'écologie, le numérique et le handicap. Nous avons tous une responsabilité, on fait société ensemble et on ne peut pas simplement se déresponsabiliser parce qu'on veut aller plus vite, on veut aller plus fort, sans prendre en compte l'écosystème dans lequel on est. Pour revenir sur la transition énergétique, un des meilleurs moyens de la promouvoir, c'est de mettre nos lycées au vert. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors déjà, on agit fort et la Première ministre a annoncé récemment un énorme plan de rénovation des bâtis scolaires. C'est pas rien, c'est-à-dire que si on veut évidemment mettre ces jeunes dans une démarche de développement durable et d'engagement vers le vert, on a besoin aussi que le lieu d'accueil, le lieu d'éducation soit exemplaire. Donc on va rénover les bâtis pour qu'ils soient moins consommateurs en énergie, mais aussi qu'ils puissent accompagner une éducation à l'environnement. Et c'est un vrai sujet, évidemment, pour toutes nos écoles, du primaire, enfin de la maternelle. De la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, exactement. Et puis, dans les formations, on doit aussi former nos jeunes à ces gestes environnementaux. Et encore une fois, quand ils sont en filière professionnelle, au devenir de leur métier et à la responsabilité qu'a leur métier dans la société par rapport à cet enjeu environnemental. À l'issue de certaines formations, on s'aperçoit qu'il y a des jeunes qui refusent aujourd'hui de travailler chez Total, chez Engie, chez Shell, dans des sociétés qui développent notamment des énergies fossiles. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de coopérer avec elles ? Moi, je crois qu'au fond, on a des entreprises qui sont aussi le reflet d'une histoire. On a tous bénéficié, utilisé, je ne sais pas comment le dire, mais finalement de leur travail et de cette activité-là, on l'a encouragée à un moment donné. Aujourd'hui, elles sont engagées dans des transitions. Et au fond, c'est aussi à chacun d'entre nous de prendre part dans cette transition. On a une responsabilité collective. Et donc, chacun dans nos compétences, on peut faire partie de cette transition. Et les activités qu'on a peuvent toutes concourir à cette transition collective. Et donc je crois vraiment que, au contraire, si on a des ingénieurs qui sont pleinement convaincus de cette transition qu'il faut pouvoir opérer, eh bien qu'ils mettent leurs compétences à profit de cette transition énergétique. On en a besoin parce qu'elle va être très forte. On doit être leader en la matière. La France doit être leader. L'Europe doit être leader parce que ce sont des enjeux aussi d'avenir et de compétition internationale. Nous ne pouvons pas nous laisser dépasser ni par la Chine, ni par les États-Unis, ni par d'autres. Et donc il faut que l'Europe soit, j'ai envie de dire, bien sûr dans la course, mais dans l'innovation. Et donc on a besoin de ces compétences-là des jeunes et de leur engagement et quelque part de leur intransigeance en la matière. En parlant de transition, on a parlé de transition énergétique. Il y a une très grosse transition numérique aussi. Est-ce que vous utilisez ChatGPT ?
aujourd'hui? Non. Alors j'ai voulu, pour tout vous dire, j'ai voulu le tester, mais je suis vraiment pas un cador en numérique. J'ai voulu tester pour savoir comment ça se passait, mais j'ai pas réussi même à aller sur l'application pour tout vous raconter. Mais il faut que je le découvre. Il faut vivre avec son temps, donc je le décris pas du tout. Ça peut être un outil. Alors c'est un outil, mais justement, est-ce que vous n'avez pas peur que ça remplace, que ça supprime plein de métiers, plein de compétences? Mais écoutez, moi je crois qu'il faut accepter les évolutions technologiques et notamment celles du numérique. Je crois vraiment que la place de l'homme et du geste et de son intelligence sauront aussi faire très largement et le plus souvent la différence. Il faut savoir aussi que le numérique et la robotique nous a aidés à soutenir l'homme dans des gestes notamment répétés ou difficiles. Et donc il a aussi amélioré des conditions de travail pour nombre de nos concitoyens, dans notamment des usines, dans des industries, etc. Donc voilà, je crois qu'il faut accepter ces évolutions-là, mais quelque part les dépasser nous-mêmes. Et je crois que nous en sommes tout à fait capables. Notre intelligence et notre polyvalence, quelque part, nous permettra de dépasser, bien sûr. Et par contre, il faut qu'on s'assure que nos jeunes, parce que voilà, moi je suis aussi rattachée au ministère de l'Éducation nationale, nos jeunes, ils apprennent à penser par eux-mêmes, et ça c'est vraiment pour moi le sujet. Ils apprennent à développer leur intelligence et leur esprit critique, ils apprennent à développer leur savoir-faire et leur savoir-être, ce qui leur permet finalement de dépasser l'outil et l'aide que peut apporter un outil comme celui-ci. Dernière question, quel est votre endroit préféré pour vous ressourcer, Carole Grandjean? Écoutez, j'ai différents lieux, mais notamment la Haute-Saône, qui est en fait le village natal de ma grand-mère, est en Haute-Saône, et c'est effectivement un lieu ressource, refuge, plein de traditions familiales, et qui est, voilà, je crois aussi l'espace pour moi le plus chaleureux, voilà, celui où on se retrouve en famille. Merci, Madame la Ministre. Merci beaucoup.